Approchez, approchez. Bonjour. Bonjour Frédéric. J'ai une première question, c'est un peu sur votre passé. Alors, je pense qu'on vous a beaucoup parlé de votre passé, donc... Vous voulez dire le passé familial ou le passé de ma carrière? Ouais, de la carrière. Ah oui. Ouais. Et je vous ai connu à une certaine époque, vous étiez très médiatisé, vous voyez partout, etc. Moi j'étais assez éloigné de cet univers. Je vous ai revu quelques années plus tard, par hasard, une première fois sans vraiment vous reconnaître en fait, dans Les Cavaliers. Ah oui. Que j'avais adoré, mais je ne vous avais pas reconnu. Et puis après, Mrs. Jenkins et Colorature, là je vous ai reconnu, hyper intéressant. Et alors là, pour le coup, après, dans Monsieur Hoffman, j'ai un coup de foudre absolu. Qu'est-ce que j'ai loupé en fait? Qu'est-ce que j'ai raté dans tout ça? Je pense qu'on rate rien. Il se trouve que ma carrière est un peu particulière aussi, enfin mon chemin est un peu particulier. Ouais. C'est vrai que en y réfléchissant un peu, je pense que j'aurais adoré naître dans un pays anglo-saxon par exemple, où les choses sont plus faciles pour ceux qui font tout. Ouais. En France, on aime bien mettre dans des petites cases et on est un peu frileux de gens qui font plein de choses, on aime bien pouvoir identifier les gens. Donc voilà, il se trouve que moi j'ai commencé à travailler en 86, que j'ai fait beaucoup de télé, beaucoup de théâtre et que la comédie musicale a fait que j'ai été médiatisé, surmédiatisé à cette époque, même si j'avais déjà eu des moments un peu de gloire avec les séries télé, tout ça, mais là, ça a été... voilà, et donc il y a des gens qui m'ont découvert là, forcément. Mais ça n'avait jamais empêché de faire toujours d'autres choses en parallèle. Même pendant Roméo et Juliette, j'ai toujours continué à faire des projets, à écrire, à vouloir faire des choses. Je me suis jamais arrêté en fait. C'était bien en plus, Roméo et Juliette en soi. Ah oui, non mais je regrette absolument pas, au contraire. Après, c'est pas ma came à moi. C'est-à-dire que moi, si on m'avait demandé, j'aurais pas monté ça. Ouais, ou pas comme ça. Mais j'étais très heureux de faire ça. J'ai rencontré des gens extraordinaires, dont certains sont toujours des très bons copains, comme Philippe Davila, qui joue d'ailleurs en ce moment au festival, ou Cécilia Cara, qui est toujours une très bonne amie. C'est une fille tellement adorable et formidable, donc son album est sorti en numérique, là, Paris-Bogota. Elle fait enfin ce qu'elle aime et tout ça, c'est une artiste merveilleuse. Elle avait fait Grise à l'époque, elle a enchaîné pas mal de choses quand même. Puis elle a joué au théâtre, elle a fait pas mal de trucs, Cécilia. Mais c'est pareil, elle a une carrière assez incroyable, parce qu'elle a démarré comme ça en flèche, et puis elle sait bien rebondir. Bref, du coup, moi j'ai toujours navigué d'un truc à l'autre, quoi. Donc, à la sortie de Roméo et Juliette, c'était donc en 2003, moi j'étais un petit peu échaudé par le milieu du showbiz, par l'industrie du disque. Tout ça c'était un milieu dont je ne rêvais pas vraiment, et puis qui m'a moins fait rêver quand j'ai eu le nez dedans, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas vraiment des artistes, qui sont des businessmen, voilà, et moi c'est pas trop ma came, moi je préfère gagner moins d'argent mais faire des choses qui me plaisent. Alors que là c'est l'inverse, ils sont prêts à faire n'importe quoi, du moment que ça gagne de l'argent. Pas trop ma philosophie. Donc je suis sorti de ça, et au sorti de ça, le problème c'est que je croisais des gens du métier, mes anciens camarades de scène, metteurs en scène, de théâtre, qui me disaient « Oh bah je t'appelle pas de toute façon, toi t'es plus comédien, t'es chanteur. » Et là je me suis dit « Ah oui, il y a un problème en fait. » La case quoi. Bah ouais, je me suis dit « Merde, alors déjà j'avais du mal à me sortir de la case de la télé. » Maintenant j'aurais du mal à me sortir de la case de la comédie musicale, donc j'ai assumé complètement et je me suis dit bah, c'est pas grave, je vais monter mes projets. Voilà. Et l'image a toujours été bonne quand même. Oui, mais le problème c'est que par rapport au public c'était bon, mais les gens du métier c'était pas le cas. Ouais, bien sûr, et le problème c'est que s'il n'y a pas les gens du métier, pour travailler c'est compliqué. Exactement. Ouais. Donc, et j'ai eu la chance d'avoir un metteur en scène qui s'appelle Alain Sachs, qui était le metteur en scène du Quatuor, qui a fait plein de trucs, et qui m'a proposé un rôle en 2004 qui était La Belle Mémoire, à laquelle j'ai eu ma première nomination au Molière en fait, alors que je sortais de Roméo et Juliette et que personne ne mettait un copec sur moi, et voilà, et ça a démarré. Voilà. J'ai rencontré Alain Sachs après il m'a donné Coviel à jouer dans Le Bourgeois Gentilhomme avec Bigard, voilà, j'ai fait des choses incroyables avec lui, et c'est un mec extraordinaire qui m'a beaucoup aidé dans ma carrière, justement, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui a cru en moi, et qui m'a aussi drivé, parce que quand on sort de Roméo et Juliette, quand on sort de 2 ans et demi de scène, sur des scènes qui font 7000 places, on a désappris en fait. Moi, j'avais plus du tout le jeu fin du théâtre. Et donc quand il m'a repris en main pour La Belle Mémoire,
il m'a dit oh là là, vas-y, on va reprendre un peu les choses et tout ça. Donc il m'a recoaché, il m'a redirigé et je lui en serai éternellement reconnaissant. Et en même temps, je pense aussi que, enfin, je connais pas le tout début, hein, les formations, etc. Mais je pense que ça a été quand même formateur en soi. Roméo et Juliette. Oui, alors oui et non, parce que franchement, ça n'a pas été vraiment formateur. Pas vraiment. Non. En fait, j'avais déjà fait 5 ans avec la troupe de Roger Louret, les années Twist, les années 80, les années Zazou. J'avais fait Zazou avec Savary, donc j'en avais fait des gros spectacles. J'avais fait des grosses tournées. Non, ce qui a été énorme pour nous là, c'était d'arriver au Palais des Congrès et de jouer la première, je me rappelle, c'était le 21 janvier 2001. Et on apprenait ce jour-là que c'était complet pendant 4 mois. Ah, c'est génial. Ah, je te dis, mais c'est juste invraisemblable. Et puis la notoriété, faire des clips, faire les émissions de télé, ça c'était nouveau pour moi. Ça oui. Formateur, je ne suis pas vraiment sûr. En tout cas, ce qui reste aujourd'hui, moi ce que je vois aujourd'hui, c'est le déplacement dans l'espace. Je trouve incroyable. Ouais, mais ça je le faisais en fait, ça j'avais ça avant déjà. Le déplacement dans l'espace, cette façon musicale de parler. Bah, mon père est musicien, ma mère est danseuse. Il y a toujours eu ça en nous, voilà. Dans Adieu Monsieur Hoffman, et au moment où vous êtes en train de faire des claquettes, là, c'est jouissif ce moment-là. Ah, en plus, par rapport à jouissif, l'histoire, c'est assez terrible parce que dans Adieu Monsieur Hoffman, dès qu'on me voit faire des claquettes, on sait que c'est parce que ma femme est en train de coucher avec Hoffman. Donc oui, ouais, c'est terrible. Mais vous le faites justement avec cette espèce de un côté enfantin qui fait que ça fait passer la pilule de toute façon. C'est exactement là, vous avez mis le doigt sur ma philosophie. Je veux rester un enfant le plus possible. Je trouve que nous autres, et pas que quand on est comédien, mais nous autres les êtres humains, on y perd beaucoup à devenir des adultes. Voilà. Et je pense qu'on gagnerait beaucoup à rester un peu l'œil d'enfant, l'œil curieux, l'œil naïf des choses, et ça rend les choses beaucoup plus légères. Mais c'est ce que je me suis dit. Déjà, dans Colorature, bon, j'étais un peu en retrait, pianiste. Ah oui et non, parce que c'est moi qui ai raconté l'histoire, voilà, quand même. Bien sûr, complètement. Mais elle prenait un tel espace. Ah, mais c'est normal. Et puis, vous lui donniez l'espace. En fait, d'une manière un peu péjorative, mais je lui servais la soupe, comme on dit. Bien sûr. Mais c'était le clown blanc et l'Auguste, voilà. Mais c'était très bien. J'adorais ce rôle. C'est ce que j'avais ressenti. C'était d'une élégance folle, je veux dire. Très bien écrit. Très bien écrit ce spectacle. Moi, ah oui, c'était pour moi un coup de cœur absolu. Moi j'aime bien quand les choses on donne de l'espoir, et c'est ce que j'essaie de faire dans ma compagnie, la compagnie Vive que j'ai créée, avec laquelle je produis des spectacles, là, André Bonheur, Le Cas et Beau Jungle aussi, qui est notre première fournée de spectacles. Nous, on a envie de donner de l'espoir aux gens, donner envie aux gens d'être curieux, donner envie aux gens de se dire c'est possible de s'en sortir, voilà, de ne pas uniquement mettre les gens dans une espèce de noirceur. Vous êtes dans une nouvelle bande, une nouvelle histoire, Jean-Philippe Daguerre ou d'autres, avec la machine de Turing. Ce sont des spectacles où on apprend des choses, c'est instructif, il y a toujours une vraie part de poésie assumée. Et vous rentrez là-dedans, et dans cette histoire-là, oui, je trouve que ça dépoussière ce n'est absolument pas du tout réfléchi. Hein, moi, j'ai qu'une seule règle dans ma vie. C'est quand on me propose quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant, j'ai envie de le faire. Et dans le cas, justement, j'ai vu ça. Et là, c'est vraiment un truc d'enfant. Ah, mais c'est génial. Mais alors, j'ai vraiment une question. Ouais. Ce cas, qui a eu l'idée de ça? C'est moi. C'est moi, c'est quand on a réfléchi à ça avec Xavier Jaillard, l'adaptateur et co-metteur en scène, quand on a réfléchi à ce spectacle. Parce qu'en fait, alors vous avez 5 minutes? Non, je vais vous raconter l'histoire. J'étais au collège, donc j'avais 14 ans et quelques, 13 ans. Et j'étais tombé amoureux des nouvelles du Cas en les lisant, parce qu'on nous avait fait lire ça à l'école. 2-3 ans plus tard, je suis au lycée et je rencontre un de mes camarades avec qui je suis devenu toujours très ami, qui s'appelle Frédéric Jaillard, c'est lui qui fait les musiques de tous mes spectacles. Je pense qu'on avait 17 ans, quelque chose comme ça, et je lui dis le Cas, ce serait génial de faire des courts-métrages là-dessus, c'était les premières caméras vidéo qui arrivaient, et tout ça, on se disait faudrait faire un truc, les nouvelles elles sont formidables et tout ça. On n'a jamais fait. Voilà. Et donc il y a maintenant 8-9 ans, Xavier Jaillard, le père de Frédéric Jaillard, m'appelle et me dit « Je me souviens avec Fred, vous étiez tout jeune et vous parliez du Cas et tout ça. J'ai acheté les droits, je l'ai adapté et tu vas le jouer. » Ah ouais. Et donc je me suis retrouvé avec ce rêve d'enfant en fait, entre les mains. Donc on a fait une première version il y a 9 ans à peu près, au Théâtre Hébertot et ici à Buffon. Et puis ce spectacle est retombé un peu dans le sommeil puisque j'avais accepté moi en tant que comédien de faire d'autres choses, notamment Colombe avec Annie Dupéret. Et je ne pouvais pas refuser de faire ce gros rôle, ce gros spectacle. Donc le Cas est parti un peu au placard pendant 9 ans.
Et donc 9 ans plus tard, j'ai appelé Xavier Jaillard et je lui ai dit bon, est-ce que ça t'ennuie si je reprends le cas, je refais la production, je vais refaire la mise en scène comme je le sens à ma sauce et tout ça. Il m'a dit vas-y, je te fais confiance. Donc j'ai repris ça et là je me suis refait mon petit jouet quoi. Ah, c'est une pépite. C'est ma Madeleine. Ah ouais, c'est une pépite. Et c'est inclassable. C'est pas un one-man show, c'est du vrai théâtre. C'est comme je vous le dis, c'est toujours problème. On peut pas me mettre dans des cases. Ah ouais, mais c'est impossible. J'aime bien l'idée qu'on ne classe pas les choses. Ah bon, on s'attend à... Enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment jouissif parce qu'on est surpris à tout moment. Et puis il y a toujours cette poésie. Non, puis Dino Buzzati, le talent de cet auteur d'écrire en quelques phrases des choses qui peuvent être légères et en même temps d'aller au fond, vraiment à la base de la philosophie, de la psychologie humaine. C'est dingue. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette nouvelle par exemple, la fille qui tombe et qui tombe et qui va passer les gens et en fait elle commence jeune et petit à petit elle vieillit et puis finalement elle n'arrive pas, elle est vieille quoi. C'est terrifiant, c'est très simple pourtant. Ça m'a fait penser à Raymond Devos. Peut-être qu'il s'est inspiré un peu de Buzzati, Raymond Devos, parce que Buzzati il a écrit ça dans les années 50. Il est mort dans les années 70, c'est quelqu'un qui écrivait beaucoup, et puis il n'a pas écrit que le cas, il a écrit d'autres recueils, Nuit difficile, enfin il y a plein de choses comme ça, avec des trucs un peu... Mais il y a toujours une profondeur, et c'est ça qui est génial chez Buzzati, c'est qu'on peut faire venir un enfant de 7-8 ans, il va se marrer parce qu'il va prendre l'histoire au premier degré, par contre les parents, les adultes, vont voir le second degré, le deuxième langage, le troisième niveau de lecture, là. Tout d'un coup ça devient plus profond quoi. Et c'est vrai que... C'est extrêmement bien monté parce qu'ils sont vraiment des flashs. Ça Ouais. va être facile à jouer, vraiment. Parce que Alors, c'est un zébulon en fait. Ouais, mais j'adore ça. Mais je suis un enfant, du coup je retrouve mon âme d'enfant. Mais du coup ça fonctionne parce qu'on s'ennuie absolument pas, on sait pas ce qui va arriver, un noir en déplacement, machin et tout. Je crois commencer notre histoire. Ouais. Les 3 premières nouvelles, ça traite à peu près de la même chose. C'est toujours l'angoisse de l'écrivain. Parce qu'il a beaucoup écrit là-dessus, Buzzati. C'est l'angoisse de la plage blanche, l'angoisse de ce que fait un auteur. Est-ce qu'il est légitime? Est-ce qu'il va avoir du succès? Donc les 3 premières nouvelles, c'est ça. Puis les gens sont là, et hop, et puis ça vrille dans l'étrange, dans le bizarre. Assez vite, très vite, de me laisser porter par les gens, en fait. Après, je compte aussi sur voilà, la facilité que j'ai à parler aux gens. J'aime ça en fait. C'est doux, c'est fluide, c'est bon. Ah, c'est bon pain. Ouais, c'est chouette ça. Mais moi, non, mais en fait, vraiment, j'ai une question. Allons-y. L'objet. Ah. C'est qui a eu cette idée? Alors, j'ai eu l'idée, en fait, quand on a réfléchi ça avec Xavier Jaillard, parce que c'est je lui ai dit, c'est la première fois que je fais un seul en scène, c'est la première fois que je faisais quelque chose seul en scène. Et je lui ai dit, écoute, j'ai peur de faire ça, je ne sais pas si je suis capable de le faire. Donc moi je lui ai dit, j'ai besoin de choses simples sur le scène pour pouvoir me mettre vraiment dans le texte. Donc on a réfléchi, chacun de son côté, quand on commence à parler du spectacle, avant les répétitions, bien avant. Et un jour je lui ai dit, écoute, j'ai eu un flash. Je me suis imaginé avoir un seul objet sur scène. Quelque chose qui me servirait de siège, de machin, un truc que je retournerais tout d'un coup. Puis en lui parlant, en lui expliquant ça, je me dis, mais en fait, comme un truc comme un cas, quoi. Un truc qui pourrait servir de table, de lit, de siège, de tout ce qu'on veut, parce qu'en fait, et au départ même je voulais carrément faire des tiroirs pour pouvoir sortir des accessoires de... Non. Et puis après je me suis dit, non en fait, parce que j'ai pas besoin d'accessoires. Ouais, là j'ai un chapeau, une canne, et c'est tout quoi. Il y a pas mal de déplacements de carrière. Oui, mais le déplacement en fait il s'est fait naturellement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la mise en scène, à la fin d'une nouvelle, il me disait, bon bah, comment tu le vois après? Donc je le faisais tomber, je disais, bon bah tiens, le truc il a un bureau, hop, je le mets comme ça. Et en fait, où je le posais, il y avait mon frère, donc Stéphane, qui a fait les créations lumière, qui me disait, ah bah tiens, tu le poses là, ok, fais-le là. Voilà, en fait, ça s'est fait vraiment d'une manière très naturelle. Ce qui fait que je n'y réfléchis même pas, ça se fait naturellement, forcément. C'est du génie, c'est un deuxième personnage. Je lui réserve aussi une partie des applaudissements du public à la fin, c'est mon partenaire. Ouais. Mais ça fonctionne à mort. Et je suis tombé dedans, mais j'ai tout vu en fait. Bah oui, on voit. J'ai vu la chaise longue. Ouais, on voit le balcon, on voit le truc, on voit le pont, on voit le... Ah, oui. Je crois que je suis aussi gamin que vous. Mais non, mais en fait, alors tant mieux, ça veut dire que j'ai pas mal réussi mon truc, mais peut-être que vous avez aussi une âme d'enfant au fond de vous, hein, Frédéric. Mais oui, mais j'aime l'idée de pouvoir refaire basculer les gens dans l'enfance. Moi, mon métier n'a de résonance que là-dessus, quoi. En fait, j'ai eu mon papa. Mon papa a toujours été un enfant, toujours fait le clown, toujours fait ce qui lui passait par la tête. Il avait envie de faire de l'alpinisme, il est allé faire de l'alpinisme. Il avait envie de faire des opérettes, il a fait de l'opérette. Il a voulu être premier prix de conservatoire de violoncelle, il a été premier prix de conservatoire de violoncelle. Il a fait ce qu'il voulait. Il a rencontré Robert Doisneau, ils ont été faire des photos dans le monde entier. Enfin, ils ont des trucs incroyables. Et voilà, donc j'ai été élevé avec ça. Et
plus tard, j'ai commencé à voir un peu les gens que j'aimais, les comédiens, tout ça, et j'ai entendu un jour une interview de Philippe Noiret qui disait, avec sa voix inimitable, c'est formidable mon métier. Moi le soir, je couche mes enfants vers 19h, je les embrasse et je leur dis, dormez bien, papa va jouer. Ah, d'accord. Mais c'est vrai, on va jouer la comédie, il ne faut pas oublier quoi. Il y a une espèce d'amusement tel qui apparaît. En fait, c'est incroyable. Directeur de compagnie, metteur en scène, écrivain. Oui, je suis en train d'écrire. D'ailleurs, petit scoop, le cas, l'année prochaine, ne sera pas à Avignon. Le cas sera au Festival d'Édimbourg, en anglais. Ah, génial. Voilà, je vais le jouer en anglais là-bas. Je pense que la fulgurance du cas fonctionne très très bien dans un Je pense que ça peut être super, ça pourrait être super. Et tout le monde est très enthousiaste et tout ça. Donc, et un théâtre parisien avec le cas? C'est déjà. C'est vrai? Je reprends le 23 janvier au théâtre Rive Gauche. Éric Emmanuel Schmitt a eu un coup de foudre pour le spectacle et donc il me prend à partir du 23 janvier. Magnifique. À 19h au théâtre Rive Gauche. Puis Éric Emmanuel est quelqu'un de tellement adorable. C'est-à-dire que moi c'est quand même une de mes, j'allais dire idole, mais voilà, un de mes auteurs préférés. Je veux dire, c'est un grand monsieur. J'ai lu nombre de ses livres. J'ai été éduqué à ça. Et tout d'un coup, de me retrouver face à lui, monsieur Éric Emmanuel Schmitt, qui me dit Grégory, c'est formidable ce qu'on va faire. Je suis comme un enfant encore. Il est très courageux, Éric Emmanuel. Mais d'ailleurs, Daguerre, il fait sa prochaine création aussi, la famille Ortiz. Ça va jouer aussi à la rentrée, là. Il aime ça, il aime les gens qui... il est tellement adorable, cultivé, gentil, bienveillant. Et j'ai déjà un prochain projet avec lui. Aussi? Puisque je vais adapter un de ses romans, dont il m'a laissé a priori l'exclusivité pour l'instant. Je suis heureux, comme tout. Merci beaucoup. Avec un grand bonheur, Frédéric. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, d'avoir écrit des jolies choses, puis d'avoir pu échanger comme ça à bâton rompu, c'est chouette. C'est un vrai plaisir.